Il y a donc 6 personnages. La marquise et Dorante d'un côté, Ergaste et Araminte de l'autre, donc 2 couples qui s'aimaient mais sans s'être encore déclarés. Jusqu'à ce que, d'un côté la marquise, de l'autre Ergaste, découvrent qu'ils ont la passion de la sincérité et qu'ils sont probablement mieux faits l'un pour l'autre, ce qui n'est pas du tout du goût de leur valet et suivante, donc Lisette, suivante de la marquise, et Frontin, serviteur, valet d'Ergaste. C'est avec eux que commencent les sincères. Ils ne se connaissent pas encore très bien et ils se rencontrent un peu par hasard. Lisette, Frontin entrent chacun d'un côté. Ah, monsieur Frontin, puisque je vous trouve, vous m'épargnez la peine de parler à votre maître de la part de ma maîtresse. Dites-lui qu'actuellement elle achève une lettre qu'elle voudrait bien qu'il envoyât à Paris portée avec les siennes, entendez-vous? Adieu. Elle amorce une sortie, puis s'arrête. Serviteur, il remarque à part lui, on dirait qu'elle ne se soucie point de moi. Je pourrais donc me confier à elle. Mais, oh la voilà qui s'arrête. Et Lisette, elle aussi, commente à part elle. Il ne me retient point. C'est bon signe. Allez donc. Il n'y a rien qui presse. Monsieur a plusieurs lettres à écrire, à peine commence-t-il la première, ainsi soyez tranquille. Mais il serait bon de le prévenir, de crainte. On n'irait pas un moment plus tôt, c'est mon compte. Oh, je reste donc pour prendre mes mesures suivant le temps qu'il vous plaira de prendre pour vous déterminer. Ah, nous y voilà. Je me doutais bien que je n'étais pas indifférent. Ça a été trop difficile. Puis il reprend tout haut pour Lisette. De conversation, il ne faut pas en attendre, je vous en avertis. Je m'appelle Frontin le taciturne. Bien vous en prends, car je suis muette. Ah, coiffé en soubrette comme vous l'êtes, vous aurez de la peine à me le persuader. Je me tais cependant. Oui, vous vous taisez en parlant. Ce garçon-là ne m'aime point. Je puis me fier à lui. Tenez, je vous vois venir à Bréjon. Comment me trouvez-vous? Moi, je ne vous trouve rien. Je dis, que pensez-vous de ma figure? De votre figure? Mais est-ce que vous en avez une? Je ne la voyais pas. Auriez-vous par hasard dans l'esprit que je songe à vous? C'est que ces accidents-là me sont si familiers. Vous pouvez vous vanter que vous êtes pour moi tout comme si vous n'étiez pas au monde. Et moi? Comment me trouvez-vous à mon tour? Vous venez de me voler ma réponse. Tout bon. Vous êtes jolie, dit-on. Le bruit en cours? Oh, sans ces bruits-là, je n'en saurais pas le moindre mot. Grand merci. Vous êtes mon homme, voilà ce que je demandais. Vous me rassurez? Mon mérite m'avait fait peur. On appelle cela avoir peur de son ombre. Je voudrais pourtant de votre part quelque chose de plus sûr, que l'indifférence. Ce serait à souhaiter que vous aimassiez ailleurs. Monsieur le phare, j'ai votre affaire. Dubois, que monsieur Dorante a laissé à Paris et auprès de qui vous n'êtes qu'un magot à toute mon inclination. Prenez seulement garde à vous. Marton? L'incomparable Marton? qu'Araminte n'a pas amené avec elle et devant qui toute soubrette est plus ou moins guenon? Elle est la souveraine de mon cœur. Oh, qu'elle le garde. Grâce au ciel, nous voici en état de nous entendre pour rompre l'union de nos maîtres, Madame la Marquise et Monsieur Ergaste. Oui, ma fille, rompons, brisons, détruisons. C'est à quoi j'aspirais. Ils s'imaginent sympathiser ensemble à cause de leur prétendu caractère de sincérité. Pourrais-tu me dire, au juste, le caractère de ta maîtresse? Il y a bien des choses dans ce portrait-là. En gros, je te dirais
qu'elle est vaine, envieuse et caustique. Elle est sans quartier sur vos défauts, vous garde le secret sur vos bonnes qualités. Impitoyablement muette à cet égard et muette de mauvaise humeur. Fière de son caractère sec et formidable qu'elle appelle austérité de raison, elle épargne volontiers ceux qui tremblent sous elle et se contente de les entretenir dans la crainte. Assez sensible à l'amitié pourvu qu'elle y prime. Il faut que vous soyez son amie et sa sujette et jouissiez avec respect de ses bonnes grâces. C'est vous qui l'aimez, c'est elle qui vous le permet. Vous êtes à elle, vous la servez et elle vous voit faire. Oh, généreuse d'ailleurs, noble dans ses façons, sans son esprit qui la rend méchante. Elle aurait le meilleur cœur du monde. Vos louanges la chagrinent, dit-elle. Mais c'est comme si elle vous disait « Louez-moi encore du chagrin qu'elles me font. » Oh, oh, l'espiègle! Quant à moi, j'ai de là-dessus une petite manière qui l'enchante. C'est que je la loue brusquement, du ton dont on querelle. Je boue dans la louant comme si je la grondais d'être louable. Et voilà surtout l'espèce d'éloge qu'elle aime, parce qu'ils n'ont pas l'air flatteurs, et que sa vanité hypocrite peut les savourer sans indécence. C'est moi qui l'ajuste et qui la coiffe. Dans les premiers jours, je tâchais de faire de mon mieux. Je déployais tout mon savoir-faire. Et mais Lisette, finis donc, me disait-elle. Tu regardes trop près, tes scrupules m'ennuient. Moi, j'ai eu la bêtise de la prendre au mot. Et je n'y fis plus tant de façon. Je l'expédiais un peu aux dépens des grâces. Oh, ce n'était pas sans compte. Aussi, me brusquait-elle, je la trouvais aigre, acariâtre, que vous êtes gauche. Laissez-moi, vous ne savez ce que vous faites. Ouais, dis-je, d'où ça vient-il? Je le devinais. C'est que c'était une coquette qui voulait l'être sans que je le susse, et qui prétendait que je le fusse pour elle. Son intention, ne vous déplaise, était que je fusse violente à sa profonde indifférence qu'elle affectait là-dessus. Il fallait que je servisse sa coquetterie sans la connaître, que je prisse cette coquetterie sur mon compte, et que madame eût tout le bénéfice des friponneries de mon art sans qu'il y eût de sa faute. Le bon petit caractère pour nos dessins! Et ton maître? Oh, ce n'est pas de même. Il dit ce qu'il pense de tout le monde. Mais il n'en veut à personne. Ce n'est pas par malice qu'il est sincère. C'est qu'il a mis son affection à se distinguer par là. Si, pour paraître franc, il fallait mentir, il mentirait. C'est un homme qui vous demanderait volontiers, non pas « m'estimez-vous », mais « êtes-vous étonné de moi ?» Son but n'est pas de persuader qu'il vaut mieux que les autres, mais qu'il est autrement fait qu'eux, qu'il ne ressemble qu'à lui. Bon, ordinairement, vous fâchez les autres en leur disant leurs défauts. Vous le chatouillez, lui. Vous le comblez d'aise en lui disant les siens. Parce que vous lui procurez le rare honneur d'en convenir. Aussi, personne ne dit-il tant de mal de lui que lui-même. Il en dit plus qu'il n'en sait à son compte. Il est si imprudent, il a si peu de capacité, il est si borné, quelquefois si imbécile. Je l'ai entendu s'accuser d'être avare, lui qui est libéral. Sur quoi on lève les épaules et il triomphe. Il est connu partout pour être homme de courage, et je ne désespère pas que quelques jours il nous dise qu'il est poltron. Car plus les médisances qu'il fait de lui sont grosses, et plus il a de goût à les faire à cause du caractère original que ça lui donne. Oh, voulez-vous qu'il parle de vous en meilleurs termes que de son ami? Brouillez-vous avec lui, la recette est sûre. Vanter son ami, mais c'est trop peuple. Mais louer son ennemi, le porter au nu, voilà le beau. Ouais, je te l'achèverai par un trait. L'autre jour, un homme contre qui il avait un procès presque sûr vint lui dire « Tenez, ne plaidons plus, jugez vous-même. Je vous prends pour arbitre, je m'y engage. » Là-dessus, voilà mon homme qui s'allume de la vanité d'être extraordinaire, le voilà qui pèse, qui prononce gravement contre lui, et qui perd son procès pour gagner la réputation de s'être condamné lui-même. Il fut 8 jours enivré du bruit que ça fit dans le monde. Ah ça! Profitons de leur marotte pour les brouiller ensemble. Inventons s'il le faut, mentons, peut-être même nous en épargneront-ils la peine. Oh, me soucie pas de cette épargne-là, je mens fort aisément, ça ne me coûte rien. C'est-à-dire que vous êtes né menteur, chacun ses talents. Ne pourrions-nous pas imaginer d'avance quelques matières de combustion toutes prêtes? Nous sommes gens d'esprit. Attends, j'y rêve. Chut, voilà ton maître. Allons donc achever ailleurs. Je n'ai pas le temps, il faut que je m'en aille. Eh bien, dès qu'il ne sera plus, auras-tu le temps de revenir? Je te dirai ce que j'imagine. Oui, tu n'as qu'à trouver ici dans 5 quarts d'heure. Adieu. Oh, et à propos, puisque voilà M. Ergast, parle-lui de la lettre de Madame la Marquise. Soit. Entre Ergast, qui marche vers Frontin et Lisette. Monsieur, Lisette a un mot à vous dire. Oui, monsieur.
Madame la marquise vous prie de n'envoyer votre commissionnaire à Paris qu'après qu'elle lui aura donné une lettre. Hein? Je vous dis qu'elle vous prie de n'envoyer votre messager qu'après qu'il aura reçu une lettre d'elle. Et qu'est-ce qui me prie? C'est Madame la marquise. Ah oui, j'entends. Cela est bien heureux. La Sablhomme. Conserve-lui ses bons sentiments. Nous en ferons quelque chose. Frontin et Lisette sortent alors, tandis qu'entre Araminte, Ergaste étant toujours présent. Me voyez-vous, Ergaste? Oui, voilà qui est fini, vous dis, j'entends. Qu'entendez-vous? Ah, madame, je vous demande pardon. Je croyais parler à Lisette. Je venais à mon tour rêver dans cette salle. J'y étais à peu près dans le même dessin. Souhaitez-vous que je vous laisse seule et que je passe sur la terrasse? Cela m'est indifférent. Comme il vous plaira, madame. Toujours de la sincérité. Mais avant que je vous quitte, dites-moi, je vous prie, à quoi vous rêvez tant? Serait-ce à moi, par hasard? Non, madame. Est-ce à la marquise? Oui, madame. Vous l'aimez donc? Beaucoup. Et le sait-elle? Pas encore. J'ai différé jusqu'ici de le lui dire. Ergaste, entre nous, je serai assez fondée à vous appeler infidèle. Moi, madame. Vous-même. Il est certain que vous m'aimiez avant de venir ici. Vous m'excuserez, madame. J'avoue que vous ne me l'avez pas dit, mais vous avez eu des empressements pour moi, ils étaient même fort vifs. Cela est vrai. Et si je ne vous avais pas amené chez la marquise, vous m'aimeriez actuellement. Je crois que la chose était immanquable. Je ne vous blâme point. Je n'ai rien à disputer à la marquise. Elle l'emporte en tout sur moi. Je ne dis pas cela. Votre figure ne le cède pas à la sienne. Lui trouvez-vous plus d'esprit qu'à moi? Non, vous en avez pour le moins autant qu'elle. En quoi me la préférez-vous donc? Ne m'en faites point mystère. C'est que si elle vient à m'aimer, je m'en fierai plus à ce qu'elle me dira qu'à ce que vous m'auriez dit. Comment? Me croyez-vous fausse? Non, mais vous êtes si gracieuse, si polie. Eh bien, est-ce un défaut? Oui, car votre douceur naturelle et votre politesse m'auraient trompée. Elle ressemble à de l'inclination. Je n'ai pas cette politesse et cet air de douceur avec tout le monde. Mais il n'est plus question du passé, voilà la marquise. Ma présence vous gênerait et je vous laisse. Araminte sort. Ergaste murmure à part lui. Je suis assez content de tout ce qu'elle m'a dit. Elle m'a parlé assez uniment. À ce moment-là, la marquise fait son entrée. Vous voici, Ergaste. Je n'en puis plus. J'ai le cœur affadi des douceurs de Dorante que je quitte. Je me mourais déjà des sots discours de 5 ou 6 personnes avec qui je sortais, qui me sont venues voir. Vous êtes bien heureux de ne pas vous y être trouvé. La sotte chose que l'humanité, qu'elle est ridicule, que de vanité, que de duperie, que de petitesse. Et tout cela, faute de sincérité de part et d'autre. Si les hommes voulaient se parler franchement, s'il n'en était point applaudi quand on s'en fait à croire, insensiblement l'amour-propre se rebuterait d'être impertinent, et chacun n'oserait plus s'évaluer que ce qu'il vaut. Mais depuis que je vis, je n'ai encore vu qu'un homme vrai, et en fait de femme, je n'en connais point de cette espèce. Et moi, j'en connais une. Devinez-vous qui c'est? Non, je n'y suis point. Et parbleu, c'est vous, marquise. Où voulez-vous que je la prenne ailleurs? Eh bien, vous êtes l'homme dont je parle. Aussi m'avez-vous prévenu d'une estime pour vous, d'une estime.
Quand je dis vous, marquise, c'est sans faire réflexion que vous êtes là. Je le dis comme je le dirais à un autre, je vous le raconte. Ah, comme de mon côté, je vous cite sans vous voir. C'est un étranger à qui je parle. Oui, vous m'avez surpris. Je ne m'attendais pas à un caractère comme le vôtre. Quoi ? Dire inflexiblement la vérité, la dire à vos amis même, quoi ? Voir qu'il ne vous échappe jamais un mot à votre avantage. Eh mais, vous qui parlez, faites-vous autre chose que de vous critiquer sans cesse? Revenons à vos originaux. Quelle sorte de gens étaient-ce ? Ah, les sottes gens. L'un était un jeune homme, de 28 à 30 ans, un phare, toujours agité du plaisir de se sentir fait comme il est. Il ne saurait s'accoutumer à lui. Aussi sa petite âme n'a-t-elle qu'une fonction, c'est de promener son corps comme la merveille de nos jours. C'est d'aller toujours disant « Voyez mon enveloppe, voilà l'attrait de tous les cœurs, voilà la terreur des maris et des amants, voilà l'écueil de toutes les sagesses. » La risible créature ! Imaginez-vous qu'il n'a précisément qu'un objet dans la pensée, c'est de se montrer. Quand il rit, quand il s'étonne, quand il vous approuve, c'est qu'il se montre. Se tait-il, change-t-il de contenance, se tient-il sérieux? Ce n'est rien de tout cela qu'il veut faire, c'est qu'il se montre, c'est qu'il vous dit « Regardez-moi, remarquez mes gestes et mes attitudes. Voyez mes grâces dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis. Voyez mon air fin, mon air leste, mon air cavalier, mon air dissipé. En voulez-vous du vif, du fripon, de l'agréablement étourdi? En voilà. Il dirait volontiers à tous les amants, n'est-il pas vrai que ma figure vous chicane? Alors maîtresse, où en serait votre fidélité si je le voulais? À l'indifférente, vous n'y tenez point. Je vous réveille, n'est-ce pas? À la prude, vous me lorgnez en dessous. À la vertueuse, vous résistez à la tentation de me regarder. À la jeune fille, avouez que votre cœur est ému. Il n'y a pas jusqu'à la personne âgée, à ce qu'il croit, qui dit en elle-même en le voyant, quel dommage que je ne suis plus jeune. Je voudrais bien que le personnage vous entendît. Un fat se doute toujours un peu qu'il l'est, et comme il a peur qu'on ne s'en doute aussi, il biaise, il est fat le plus modestement qu'il lui est possible, et c'est justement cette modestie-là qui rend sa fatuité sensible. Vous avez raison. À côté de lui était une nouvelle mariée, d'environ 30 ans, de ces visages d'un blanc fade qui font une physionomie longue et sotte. Et cette nouvelle épousée, telle que je vous la dépeins, avec ce visage qui, à 10 ans, était antique, prenait des airs enfantins dans la conversation. Vous eussiez dit d'une petite fille qui vient de sortir de dessous l'aile de père et de mère. Figurez-vous qu'elle est tout étonnée de la nouveauté de son état de mari. Elle n'a point de contenance assurée. Ses innocents appas sont encore tout confus de son aventure. Elle n'est pas encore bien sûre qu'il soit honnête d'avoir un mari. Elle baisse les yeux quand on la regarde. Elle ne croit pas qu'il lui soit permis de parler si on l'interroge. Elle me faisait toujours une inclination de tête en me répondant, comme si elle m'avait remercié de la bonté que j'avais de faire comparaison avec une personne de son âge. Elle me traitait comme une mère, moi qui suis plus jeune qu'elle. Il est vrai que si elle a 30 ans, elle est à peu près votre aînée de 2. Mais de près de 3, s'il vous plaît. Grâce au ciel, la visite a été courte. Je n'aurais pu la soutenir longtemps et je viens respirer avec vous. Quelle différence de vous à tout le monde. Mais dites, sérieusement, vous êtes donc un peu content de moi? Plus que je ne puis dire. Prenez garde, car je vous crois à la lettre. Vous répondez de ma raison là-dessus, je vous l'abandonne. Vous me diriez que je suis parfaite, que je n'en appellerai pas. Je ne parle pas de la figure, entendez-vous? Oh, de celle-là, vous vous en passeriez bien, vous l'avez de trop. Je l'ai de trop. Avec quelle simplicité il s'exprime. Vous me charmez, Ergas, vous me charmez. À propos, vous envoyez à Paris, dites à votre homme qu'il vienne chercher une lettre que je vais achever. Et il n'y a qu'à dire à Frontin que je vois. Frontin! Monsieur? Suivez, madame, elle va vous donner une lettre que vous remettrez à celui que je fais partir pour Paris. Il est lui-même chez madame la marquise qui attend la lettre.
Il l'aura dans un instant, j'aperçois Dorante qui se promène là-bas et je me sauve. Et je vais faire mes paquets à envoyer à Paris. Ergaste et la marquise sortent. Frontin reste et marmonne. Ils me paraissent bien satisfaits, tous deux. Bon, n'importe, ça ne saurait durer. Lisette survient. Eh bien, me voilà revenue. Qu'as-tu imaginé? Bon, toute réflexion faite, je conclus qu'il faut d'abord commencer par nous brouiller tous les deux. Que veux-tu dire? À quoi ça nous mènera-t-il? Bon, je n'en sais rien encore. Je ne saurais t'expliquer mon projet. J'aurais de la peine à me l'expliquer moi-même. Ce n'est pas un projet, c'est une confusion d'idées fort spirituelles. Je verrai clair à mesure, à présent je n'y vois goutte. J'aperçois pourtant en perspective des discordes, des querelles, des dépits, des explications, des rancunes. Tu m'accuseras, je t'accuserai, on se plaindra de nous, tu auras mal parlé, je n'aurais pas mieux dit. Tu n'y comprends rien? Oh, la chose est obscure, j'essaye, je hasarde. Je te conduirai, tout ira bien. M'entends-tu un peu? Ah, belle demande, cela est si clair. Paix. Voici nos gens qui arrivent. Tu sais le rôle que je t'ai donné. Obéis, j'aurai soin du reste. Entre alors Dorante et Araminte. Ah, c'est vous, Lisette. Nous avons cru qu'Ergaste et la marquise se promenaient ici. Non, madame. Mais nous parlions d'eux à votre profit, monsieur Dorante. À mon profit. Et que peut-on faire pour moi? La marquise est à la veille d'épouser Ergaste, il y a du moins lieu de le croire, à l'empressement qu'ils ont l'un pour l'autre. Point du tout. Nous venons tout à l'heure de rompre ce mariage, Lisette et moi, dans notre petit conseil. Sur ce pied-là, vous ne vous aimez donc pas, vous autres. On ne peut moins. Mon étoile ne veut pas que je rende justice à mademoiselle Lisette. Et la mienne veut que j'en rende justice à monsieur Frontin. Nous avions déjà conclu d'affaires avec d'autres. Et madame Araminte loge chez elle la petite personne que j'aime. Quoi? Marton? Vous l'avez dit, madame, mon amour est de sa façon. Quant à mademoiselle Lisette, son cœur est allé à Dubois, monsieur Dorante, c'est lui qui le possède. Oh, j'en serais charmée, Lisette. Laissons là ce détail. Vous, monsieur Dorante, vous aimez toujours ma maîtresse, madame la marquise. Bon, dans le fond, elle ne vous haïssait pas. Et c'est vous qui l'épouserez, je vous la donne. Et c'est madame Araminte à qui je prends la liberté de transporter mon maître. Vous me le transportez, Frontin. Et que savez-vous si je voudrais de lui? Madame a raison, tu ne lui ferais pas là un grand présent. Vous parlez fort mal, Lisette. Ce que j'ai répondu à Frontin ne signifie rien contre Ergaste, que je regarde comme un des hommes les plus dignes de l'attachement d'une femme raisonnable. À la bonne heure, je le trouve un homme fort ordinaire et je vais le regarder comme un homme fort rare. Oh, pour le moins aussi rare que ta maîtresse, soit dû sans préjudice de la reconnaissance que j'ai pour la bonne chère que j'ai fait chez elle. Halte là, faquin. Prends garde à ce que tu diras de madame la marquise. Bon, monsieur, je défends mon maître. Voyez donc cet animal. C'est bien à toi à parler de madame la marquise. Tu nous fais là une belle comparaison. Mais qu'appelles-tu une comparaison? Allez, Lisette, vous êtes une impertinente avec vos airs méprisants contre un homme dont je prends le parti. Votre maîtresse elle-même me fera raison du peu de respect que vous avez pour moi. Peu pardi. Voilà bien du bruit pour un petit mot. C'est dans le phénix, ce monsieur Ergaste. Bon, ta maîtresse en est un plus que nous. Paix, vous dis-je. Monsieur, je suis indigné. Qu'est-ce donc que sa maîtresse a qui la relève tant au-dessus de mon maître? On sait bien qu'elle est aimable. Il y en a encore de plus belles. Quand ce ne serait que madame Araminte. Madame n'a que faire là-dedans, Marot. Je te donnerai 100 coups de bâton sans la considération que j'ai pour ton maître. Entre justement Ergaste. Qu'est-ce donc, Dorante? Il me semble que tu cries. Est-ce ce faquin-là qui te fâche? C'est un insolent. Qu'as-tu donc fait, malheureux? Monsieur, si la sincérité loge quelque part, c'est dans votre cœur. Parlez. La plus belle femme du monde, est-ce la marquise? Non. Qu'est-ce que cette mauvaise plaisanterie-là, Butor? La marquise est aimable et non pas belle. Comme un ange. Sans aller plus loin, madame Araminte a les traits plus réguliers qu'elle. J'ai prononcé de même sur ces 12 articles, et monsieur Dorante s'emporte. Il dit que sans vous, la dispute finirait sur mes épaules, je vous laisse mon bon droit à soutenir, et je me retire avec votre suffrage. Frontin sort. Et quoi, Dorante, c'est là ce qui t'irrite? À quoi songes-tu donc?
Mais je suis persuadée que la marquise elle-même ne se pique pas de beauté. Elle n'en a que faire pour être aimée. Quoi qu'il en soit, nous sommes amis, elle et moi. L'opiniâtreté de cet impudent m'a choquée. Et j'espère que tu voudras bien t'en défaire. Et s'il le faut, je t'en ferai prier par la marquise, sans lui dire ce dont il s'agit. Je te demande la grâce de Frontin, et je suis sûre que la marquise te la demandera elle-même. Au reste, j'étais venue savoir si vous n'avez rien à amender à Paris où j'envoie un de mes gens qui va partir. Peut-il vous être utile? Je le chargerai d'un petit billet, si vous le voulez bien. Allons, madame, vous me le donnerez à moi-même. Ergaste donne la main à Araminte et la marquise arrive juste au moment où ils sortent. Hé, où allez-vous donc, tous deux? Madame va me remettre un billet pour être porté à Paris. Je reviens ici dans le moment, madame. Ergaste et Araminte sortent et reste Dorante et la marquise, qui après s'être regardée, avoir gardé un grand silence... Eh bien, Dorante, me promènerai-je avec un muet? Dans la triste situation où me met votre indifférence pour moi, je n'ai rien à dire. Je ne sais que soupirer. Oh, une triste situation, et des soupirs. Que tout cela est triste, que vous êtes à plaindre. Mais soupirez-vous quand je n'y suis point, Dorante. J'ai dans l'esprit que vous me gardez vos langueurs. Et madame, n'abusez point du pouvoir de votre beauté. Ne vous suffit-il pas de me préférer à un rival? Pouvez-vous encore avoir la cruauté de railler un homme qui vous adore? Qui m'adore? L'expression est grande et magnifique, assurément. Mais je lui trouve un défaut. C'est qu'elle me glace. Et vous ne la prononcez jamais, que je ne sois tentée d'être aussi muette qu'une idole. Vous me désespérez. Fut-il jamais d'homme plus maltraité que je le suis? Fut-il de passion plus méprisée? Passion. J'ai vu ce mot-là dans Cyrus ou dans Cléopâtre. Et Dorante, vous n'êtes pas indigne qu'on vous aime. Vous avez de tout, de l'honneur, de la naissance, de la fortune, et même des agréments. Je dirais même que vous m'auriez peut-être plu. Mais je n'ai jamais pu me fier à votre amour. Je n'y ai point de foi. Vous l'exagérez trop. Il révolte la simplicité de caractère que vous me connaissez. M'aimez-vous beaucoup? Ne m'aimez-vous guère? Faites-vous semblant de m'aimer? C'est ce que je ne saurais décider. Et le moyen de juger à travers toutes les emphases, toutes les impostures galantes dont vous l'enveloppez, je ne sais plus que soupirer, dites-vous. Y a-t-il rien de si plat? Un homme qui aime une femme raisonnable ne dit point « je soupire ». Ce mot n'est pas assez sérieux pour lui, pas assez vrai. Il dit « je vous aime, je voudrais bien que vous m'aimassiez, je suis bien mortifié que vous ne m'aimiez pas ». Voilà tout. Il n'y a que cela dans votre cœur. Vous n'y verrez ni que vous m'adorez, car c'est parler en poète, ni que vous êtes désespéré, car il faudrait vous enfermer, ni que je suis cruel, car je vis doucement avec tout le monde, ni peut-être que je suis belle, quoique, à tout prendre, il se pourrait que je la fusse. Et je demanderai à Ergaste ce qui en est d'ailleurs. Je compterai sur ce qu'il me dira. Il est sincère. C'est par là que je l'estime, et vous me rebutez par le contraire. Vous me poussez à bout. Mon cœur en est plus croyable qu'un misanthrope qui voudra peut-être passer pour sincère à vos dépens, et aux dépens de la sincérité même. À mon égard, je n'exagère point. Je dis que je vous adore, et cela est vrai. Ce que je sens pour vous ne s'exprime que par ce mot-là. J'appelle aussi mon amour une passion parce que c'en est une. Je dis que votre raillerie me désespère, et je ne dis rien de trop. Je ne saurais rendre autrement la douleur que j'ai. Et s'il ne faut pas m'enfermer, c'est que je ne suis qu'affligée, et non pas insensée. Il est encore vrai que je soupire et que je meurs d'être méprisée. Oui, je m'en meurs, oui. Vos railleries sont cruelles, elles me pénètrent le cœur, et je le dirai toujours. Adieu, madame, voici Ergaste, cet homme si sincère, et je me retire, jouissez à loisir de la froide et orgueilleuse tranquillité avec laquelle il vous aime. Il sort. Il faut en convenir, ces dernières fictions-ci sont assez pathétiques. Entre Ergaste. Je suis charmée de vous trouver seule, marquise. Je ne m'y attendais pas. Je viens d'écrire à mon frère à Paris. Savez-vous ce que je lui mande? Ce que je ne vous ai pas encore dit à vous-même. Quoi donc? Que je vous aime. Je le savais. Je m'en étais aperçue.
Ce n'est pas là tout. Je lui marque encore une chose. Qui est? Que je croyais ne pas vous déplaire. Toutes vos nouvelles sont donc vraies. Je vous reconnais à cette réponse franche. Si c'était le contraire, je vous le dirais tout aussi uniment. À la première lettre, si vous voulez, je monderai tout net que je vous épouserai bientôt. Mais, apparemment... Et comme on peut se marier à la campagne, je pourrais même mander que c'en est fait. Attendez. Laissez-moi respirer. En vérité, vous allez si vite que je me suis crue mariée. C'est que ce sont des choses qui vont tout de suite, quand on s'aime. Sans difficulté, mais dites-moi, Ergast, vous êtes homme vrai. Qu'est-ce que c'est que votre amour? Car je veux être véritablement aimé. Vous avez raison. Aussi vous aimais-je de tout mon cœur. Je vous crois. N'avez-vous jamais rien aimé plus que moi? Non, d'homme d'honneur passe pour autant. Une fois en ma vie. Oui, je pense bien avoir aimé autant. Bon, pour plus, je n'en ai pas l'idée. Je crois même que cela ne serait pas possible. Oh, très possible, je vous en réponds. Rien n'empêche que vous m'aimiez encore davantage. Je n'ai qu'à être plus aimable. Cela ira plus loin, passons. Laquelle de nous deux vaut le mieux, de celle que vous aimiez ou de moi? Mais ce sont des grâces différentes. Elle en avait infiniment. C'est-à-dire un peu plus que moi. Ma foi, je serais fort embarrassée de décider là-dessus. Moi, non, je me prononce. Votre incertitude décide. Comptez aussi que vous l'aimiez plus que moi. Je n'en crois rien. Vous rêvez. N'aime-t-on pas toujours les gens à proportion de ce qu'ils sont aimables? Et dès qu'elle l'était plus que je ne la suis, qu'elle avait plus de grâce, il a bien fallu que vous l'aimassiez davantage. Votre cœur n'a guère de mémoire. Elle avait plus de grâce, mais c'est ce qui est indécis. Et si indécis que je penche à croire que vous en avez bien autant. Oui. Penchez-vous vraiment? Cela est considérable, mais savez-vous à quoi je penche, moi? Non. À laisser cette égalité si équivoque. Ne me tente point. J'aime autant la perdre que de la gagner en vérité. Je n'en doute point, je sais votre indifférence là-dessus. D'autant plus que si cette égalité n'y est point, ce serait de si peu de choses. Encore? Je vous dis que je n'en veux point, que j'y renonce. À quoi sert d'éplucher ce qu'elle a de plus, ce que j'ai de moins? Ne vous travaillez plus à nous évaluer. J'ai-vous l'esprit en repos, je lui cède. J'en ferai un astre, si vous voulez. Votre badinage me charme. Il en sera donc ce qu'il vous plaira. L'essentiel est que je vous aime autant que je l'aimais. Vous me faites bien de la grâce. Quand vous en rabattriez, je ne m'en plaindrai pas. Continuons. Vos naïvetés m'amusent. Ils sont de si bon goût. Vous avez paru, ce me semble, avoir quelque inclination pour Araminte. Oui, je me suis senti quelque envie de l'aimer, mais la difficulté de pénétrer sa disposition m'a rebuté. On risque toujours de se méprendre avec elle et de croire qu'elle est sensible quand elle n'est qu'honnête, et cela ne me convient point. Je fais grand cas d'elle. Comment la trouvez-vous? À qui de nous deux, amour à part, donneriez-vous la préférence? Ne me trompez point. Jamais, et voici ce que j'en pense. Araminte a de la beauté. On peut dire que c'est une belle femme. Fort bien. Et quant à moi, à cet égard-là, je n'ai qu'à me cacher, n'est-ce pas? Pour vous, marquise, vous plaisez plus qu'elle. J'ai tort. Je passe l'étendue de mes droits. Le sot d'homme qui les plaint. Mais de quoi riez-vous, donc? Franchement, c'est que vous êtes un mauvais connaisseur, et qu'à dire vrai, nous ne sommes belles ni l'une ni l'autre. Il me semble pourtant une certaine régularité de traits. Vision, vous dis-je, pas plus belle l'une que l'autre. De la régularité dans les traits d'Araminte, de la régularité, mais vous me faites pitié. Si je vous disais qu'il y a 1000 gens qui trouvent quelque chose de baroque dans son air. Du baroque, Araminte? Oui, monsieur, du baroque. Mais on s'y accoutume, voilà tout. Quand je vous accorde que nous n'avons pas plus de beauté l'une que l'autre, c'est que je ne me soucie guère de me faire tort, mais croyez que tout le monde la trouvera encore plus éloignée d'être belle que moi, tout effroyable que vous me faites.
Moi, je vous fais effroyable. Il faut bien, dès que je suis en dessous d'elle. J'ai dit que votre partage était de plaire plus qu'elle. Soit je plais davantage, mais je commence par faire peur. Puis m'être trompée. Ça m'arrive souvent. Je réponds de la sincérité de mes sentiments, mais je n'en garantis pas la justesse. À la bonne heure. Quand on a le goût faux, c'est une triste qualité d'être sincère. C'est le plus grand défaut de ma sincérité, c'est qu'elle est trop forte. Je ne vous écoute pas, vous voyez de travers. Aussi changeons de discours et laissons là Araminte. Il n'est pas la peine de vous demander ce que vous pensez. La différence de nos esprits, vous ne savez pas juger. Quant à vos esprits, le vôtre me paraît bien vif, bien sensible, bien délicat. Vous me biaisez ici. C'est vain et emporté que vous voulez dire. Entre Lisette. Mais que vient faire Lisette ici? À qui en voulez-vous? À monsieur Ergast, madame, je viens vous avertir d'une chose, monsieur. Vous savez que tantôt, Frontin a osé dire à Dorante, même, qu'Araminte était beaucoup plus belle que madame la marquise. Quoi? Qu'est-ce donc, Lisette? Est-ce que nos beautés ont déjà été débattues dehors? Et oui, madame, oui. Frontin vous mettait bien au-dessous d'Araminte. Elle présente et moi aussi. Elle présente? Et qui répondait? Ou qui laissait dire. Mais conte-moi donc cela. Comment je suis en procès sur d'aussi grands intérêts et je n'en savais rien. Eh bien? C'est que, voilà ce que je veux apprendre à monsieur, c'est que Frontin dit que monsieur Ergast est arrivé dans le temps que Dorante se fâchait, s'emportait contre lui, Frontin, en faveur de madame la marquise. Ah, Dorante s'emportait, dis-tu? Toujours en présence d'Araminte? Oui, madame. Et sur quoi? Frontin dit donc que vous êtes arrivé, monsieur Ergast, que vous avez demandé à Dorante de quoi il se plaignait, et que, l'ayant su, vous avez extrêmement loué son avis. Je dis l'avis de Frontin, que vous y avez applaudi et déclaré que Dorante était un flatteur, on n'y voyait goutte. Voilà ce que s'est effronté public. Et j'ai cru qu'il était à propos de vous informer d'un discours qui ne vous ferait pas honneur et qui ne convient ni à vous ni à madame la marquise. Le rapport de Frontin est-il exact, monsieur? C'est un sot. Il en a dit beaucoup trop. Il est faux que je l'ai applaudi ou loué. Mais comme il ne s'agissait que de la beauté, on ne saurait contester à Araminte. Je me suis contentée de dire froidement que je ne voyais pas qu'il eût tort. Oh, il est vrai que ce n'est pas là applaudir, ce n'est que confirmer, qu'appuyer la chose. Sans doute. Toujours devant Araminte. Oui, et j'ai même ajouté par une estime particulière pour vous que vous seriez de mon avis, vous-même. Ah, vous m'excuserez, voilà où l'oracle s'est trop avancé. Je ne justifierai point votre estime, j'en suis fâchée, mais je connais Araminte et je n'irai point confirmer aussi une décision qui lui tournerait la tête, car elle est si sotte. Je gage qu'elle vous aura cru et il n'y aurait plus moyen de vivre avec elle. Laissez-nous, Lisette. Lisette sort. Monsieur, vous m'avez rendu compte de votre cœur. Il est juste que je vous rende compte du mien. Voyons. Ma première inclination a d'abord été mon mari, qui valait mieux que vous, Ergast, soit dit sans rien diminuer de l'estime que vous méritez. Après, madame? Oh, depuis sa mort, je me suis sentie, il y a 2 ans, quelque sorte de penchant pour un étranger qui demeura peu de temps à Paris, que je refusais de voir, que je perdis de vue, homme à peu près de votre taille, ni mieux ni plus mal fait, de ces figures passables, peut-être un peu plus remplies, un peu moins fluettes, un peu moins décharnées que la vôtre. Fort bien. Et de Dorante, que m'en direz-vous, madame? Qu'il est plus doux, plus complaisant, qu'il a la mine un peu plus distinguée, et qu'il pense plus modestement de lui que vous, mais que vous plaisez davantage. J'ai eu tort aussi, j'ai tort. Mais ce qui me surprend, c'est qu'une figure aussi chétive que la mienne, qu'un homme aussi désagréable, aussi revêche, aussi sottement infatué de lui-même, ait pu gagner votre cœur. Parce que nos cœurs ont de la raison. Il entre tant de caprices dans les inclinations. Il vous en a fallu un des plus déterminés pour pouvoir m'aimer avec de si terribles défauts qui sont peut-être vrais, dont je vous suis obligée de m'avertir, mais que je ne savais guère. Et
Savais-je, moi, que j'étais vaine, laide, mutine, vous me l'apprenez, et je vous rends instruction pour instruction. Je tâcherai d'en profiter. Tout ce que je crains, c'est qu'un homme aussi commun, et qui vaut si peu, ne vous rebute. Et, dès que vous pardonnez à mes désagréments, il est juste que je pardonne à la petitesse de votre mérite. Vous me rassurez. Personne ne viendra-t-il me délivrer de lui? Quelle heure est-il? Je crois qu'il est tard. Ne trouvez-vous pas que le temps se brouille? Oui, nous aurons de l'orage. Je suis d'avis de vous laisser. Vous me paraissez rêver. Oh non, c'est que je m'ennuie. Ma sincérité ne vous choquera point. Je vous en remercie et je vous quitte. Je suis votre serviteur. Allez, monsieur. À propos, quand vous écrirez à votre frère, n'allez pas si vite sur les nouvelles de notre mariage. Oh, madame, je ne lui en dirai plus rien. Il sort. Je respire. Quel homme avec son imbécile sincérité. Assurément, s'il dit vrai, je ne suis pas une jolie personne. Lisette survient. Eh bien, madame, que dites-vous d'Ergaste? Est-il assez étrange? Eh mais, après tout, peut-être pas si étrange, Lisette. Je ne sais plus qu'en penser moi-même, j'ai peut-être raison. Je me méfie de tout ce qu'on m'a dit jusqu'ici, de flatteur pour moi, et surtout de ce que m'a dit ton Dorante, que tu aimes tant, qui doit être le plus grand fourbe, le plus grand menteur avec ses adulations. Ah, que je me sais bon gré de l'avoir rebuté. Fort bien. C'est-à-dire que nous sommes tous des aveugles. Toute la terre s'accorde à dire que vous êtes une des plus jolies femmes de France. Je vous épargne le mot de belle et toute la terre en a menti. Mais Lisette, est-ce qu'on est sincère? Toute la terre est polie. Oui, vraiment oui. Le témoignage d'un hypocondre est bien plus sûr. Il peut se tromper, Lisette, mais il dit ce qu'il voit. Oh, où donc a-t-il pris les yeux? Vous m'impatientez. Je sais bien qu'il y a des minois d'un mérite incertain, qui semblent jolis aux uns et qui ne le semblent pas aux autres. Et si vous aviez un de ceux-là qui ne laisse pas de distinguer beaucoup une femme, j'excuserais votre méfiance, mais le vôtre est charmant. Petits et grands, jeunes et vieux, tout en convient, jusqu'aux femmes. Il n'y a qu'un cri là-dessus. Quand on me donne à vous, comme dit-on, vous allez servir une dame charmante. Quand je vous vis, comment vous trouvez charmante? Ceux qui viennent ici, ceux qui vous rencontrent, comment vous trouvent-ils charmante? À la ville, au champ, c'est le même écho partout, charmante que diantre. Y a-t-il rien de plus confirmé, de plus prouvé, de plus indubitable? Il est vrai qu'on ne dit pas cela d'une figure ordinaire. Mais tu vois pourtant ce qui m'arrive. Pardi! Vous avez un furieux penchant à vous rabaisser. Je n'y saurais tenir. La petite opinion que vous avez de vous est insupportable. Ta colère me divertit. Tenez, il vous est venu tantôt compagnie. Il y avait des hommes et des femmes. J'étais dans la salle d'en bas quand ils sont descendus et j'entendais ce qu'ils disaient. Ils parlaient de vous. Et précisément de beauté, d'agrément. En descendant? Oui, en descendant. Mais il faudra que votre misanthrope les redresse, car ils étaient aussi sots que moi. Et que disait-il donc? Des bêtises. Ils n'avaient pas de sens commun. C'était des yeux fins, un regard vif, une bouche, un teint, des grâces, enfin, des visions, des chimères. Et il ne te voyait point. Oh, vous me ferez mourir. La porte était fermée sur moi. Mais quelqu'un de mes gens pouvait être là. Ce n'est pas par vanité au reste que je suis en peine de savoir ce qui en est. Car est-ce par là qu'on vaut quelque chose? Non. Non, c'est qu'il est bon de se connaître. Mais voici Dorante, le plus hardi de mes flatteurs. Il n'en est pas moins outré des impertinences de Frontin dont il a été témoin. Entre Dorante. Eh bien, monsieur, prétendez-vous que je vous passe encore vos soupirs, quand je vous adore, vos enchantements sur ma personne? Venez-vous m'entretenir de mes appas?
J'ai interrogé un homme vrai pour achever de vous connaître. J'ai vu Ergast aller savoir ce qu'il pense de moi, il vous le dira. Il vous dira si je dois être contente du sot amour-propre que vous m'avez supposé par toutes vos exagérations. Allez, monsieur, il vous apprendra que madame est laide. Comment? Oui, laide, c'est une nouvelle découverte. Oh, à la vérité, cela ne se voit qu'avec les lunettes d'Ergast. Il n'est pas question de plaisanter. Peu importe ce que je suis à cet égard. Ce n'est pas l'intérêt que j'y prends qui me fait parler. Pourvu que mes amis me croient le cœur bon et l'esprit bien fait, je les quitte du reste. Mais qu'un homme, Dorante, que je voulais estimer, dont je voulais être sûre, mais regardé comme une femme dont il croyait que ses flatteries démontraient la petite cervelle, voilà ce que je lui reproche. Et madame, je vous déclare que ce n'est plus ni vous ni vos grâces que je défends. Vous êtes fort libre de penser de vous ce qu'il vous plaira, je ne m'y oppose pas, mais je ne suis ni un adulateur ni un visionnaire. J'ai les yeux bons, j'ai le jugement sain, je sais rendre justice et je soutiens que vous êtes une des femmes du monde la plus aimable, la plus touchante. Je soutiens qu'il n'y a point de contradiction là-dessus. Et tout ce qui me fâche en le disant, c'est que je ne saurais le soutenir sans faire l'éloge d'une personne qui m'outrage et que je n'ai nulle envie de louer. Je suis de même. On est fâché du bien qu'on dit d'elle. Mais comment se peut-il qu'Ergast me trouve difforme et vous charmante? Comment cela se peut-il? C'est pour votre honneur que j'insiste. Les sentiments varient-ils jusque-là? Ce n'est jamais que du plus au moins qu'on diffère, mais du blanc au noir, du tout au rien, je m'y perds. Ergast est un extravagant. La tête lui tourne, cet esprit-là ne fera pas une bonne fin. Lui, je ne lui donne pas 6 mois avant d'avoir besoin d'être enfermé. Parlez, madame, car je suis piqué. C'est votre sincérité que j'interroge. Vous êtes-vous jamais présenté nulle part, au spectacle, en compagnie, que vous n'ayez fixé les yeux de tout le monde, qu'on ne vous y ait distingué? Mais qu'on ne m'ait distingué. Oui, madame, oui. Je m'en fierai à ce que vous en savez. Je ne vous crois pas capable de me tromper. Et voyons comment madame se tirera de ce passé. Il faut répondre. Eh bien, j'avoue que la question m'embarrasse. Et, morbleu, madame, pourquoi me condamnez-vous donc? Mais c'est Ergast. Mais c'est Ergast, et c'est hypochondre qu'il a l'extravagance de trouver Araminte mieux que vous. Et cette Araminte est si dupe qu'elle en est émue, qu'elle se rengorge et s'en estime plus qu'à l'ordinaire. Tout de bon, cette pauvre petite femme. Je voudrais bien voir l'air qu'elle a dans sa nouvelle fortune. Elle est donc bien gonflée. Ma foi, j'en excuse. Il n'y a point de femme en pareil cas qui ne se redressa aussi bien qu'elle. Taisez-vous, vous êtes un fripon. Peu s'en faut que je ne me redresse aussi, moi. Je parle d'elle, madame, non pas de vous. Il est vrai que je me sens obligée de dire, pour votre justification, qu'on a toujours mis quelques différences entre elle et moi. Je ne serais pas de bonne foi si je le niais. Ce n'est pas qu'elle ne soit aimable. Très aimable. Mais en fait de grâce, il y a bien des degrés. J'en conviens. J'entends raison quand il faut. Oui, quand on vous y force. Et pourquoi est-ce que je dispute? Ce n'est pas pour moi. C'est pour vous. Je ne demande pas mieux que d'avoir tort pour être satisfaite de votre caractère. Mais ce n'est pas que vous n'ayez vos défauts. Vous en avez. Car je suis sincère aussi, moi, sans me vanter de l'être. Vous me charmez, Dorante. Je ne vous connaissais pas. Eh bien, c'est défaut. Je veux que vous me les disiez au moins, voyons. Oh, voyons. Est-il permis, par exemple, avec une figure aussi distinguée que la vôtre et faite autour, est-il permis de vous négliger quelquefois autant que vous le faites? Ah, que voulez-vous? Ces distractions, c'est souvent par oubli de moi-même. Tant pis. Et ce matin encore, vous marchiez toute courbée, pliée en deux comme une femme de 80 ans, et cela avec la plus belle taille du monde. Oui, le plus souvent, cela va comme cela peut. Hé, tu vois, Lisette, en bon français, il me dit que je ressemble à une vieille, que je suis contrefaite, que j'ai mauvaise façon et je ne m'en fâche pas. Je l'en remercie. D'où vient? C'est qu'il a raison. C'est qu'il parle juste. Et j'ai eu 1000 fois envie de vous dire, comme aux enfants, tenez-vous droite. Vous ferez fort bien. Je ne vous rendais pas justice, Dorante. Et encore une fois,
Il faut vous connaître. Je doutais même que vous m'aimassiez. Et je résistais à mon penchant pour vous. Ah, marquise. Oui, j'y résistais, mais j'ouvre les yeux. Et tout à l'heure, vous allez y être vengée. Écoutez-moi, Lisette. Le notaire d'ici est actuellement dans mon cabinet qui m'arrange des papiers. Allez lui dire qu'il se tienne tout prêt pour un contrat de mariage. Voulez-vous bien qu'il remplisse ce contrat de votre nom et du mien de rente? Vous me transportez, madame. Il y a longtemps que cela devait être fait. Allez, Lisette, apportez cette table. Y a-t-il dessus tout ce qu'il faut pour écrire? Oui, madame, voilà la table et je cours au notaire. Lisette sort. N'est-ce pas, Araminte, que je vois? Que vient-elle nous dire? Entre Araminte. Marquise, je viens rire avec vous d'un discours sans jugement qu'un valet a tenu et dont je sais que vous êtes informé. Je vous dirais bien que je le désavoue, mais je pense qu'il n'en est pas besoin. Vous me faites apparemment la justice de croire que je me connais et que je sais à quoi m'en tenir sur pareille folie. Oui, de grâce, permettez-moi d'écrire un petit billet qui presse. Et il n'interrompra point notre entretien. Que je ne vous dérange point. Ne parlez-vous pas de ce qui s'est passé tantôt devant vous, madame? Oui, de cela même. Eh bien, il n'y a plus qu'à vous féliciter de votre bonne fortune. Tout ce qu'on y pourrait souhaiter de plus, c'est qu'Ergaste fût un meilleur juge. C'est donc par modestie que vous vous méfiez de son jugement, car il vous a traité plus favorablement que moi. Il a décidé que vous plaisiez davantage, et je changerais bien mon partage contre vous. Oui, da. Je sais qu'il vous trouve régulière, mais point touchante, c'est-à-dire que j'ai des grâces et vous des traits, mais je n'ai pas plus de foi à mon partage qu'au vôtre, je dis le vôtre. Parce qu'entre nous, nous savons que nous ne sommes belles ni l'une ni l'autre. Je croirais assez la moitié de ce que vous dites. La moitié. Madame, vous faut-il quelqu'un pour donner votre billet? Souhaitez-vous que j'appelle? Non, je vais le donner moi-même. Pardonnez-moi si je vous quitte, madame, j'en agis sans façon. Vous venez, Dorante? Sort et Dorante également. Araminte reste seule un instant, puis elle est rejointe par Ergaste. Je ne sais si je dois me présenter devant vous. Je ne sais pas trop si je dois vous regarder moi-même. Mais d'où vient que vous hésitez? C'est que mon peu de mérite et ma mauvaise façon m'intimident, car je sais toutes mes vérités. On me les a dites. J'avoue que vous avez bien des défauts. Auriez-vous le courage de me les passer? Vous êtes un homme si particulier. D'accord. Un enfant sait mieux ce qu'il vaut, se connaît mieux que vous ne vous connaissez. Ah, que me voilà bien. Défiant sur le bien qu'on vous veut, jusqu'à en être ridicule. C'est que je ne mérite pas qu'on m'en veuille. Toujours concluant que vous déplaisez. Et que je déplairai, toujours. Et par là, toujours ennemi de vous-même. En voici une preuve. Je cache que vous m'aimiez quand vous m'avez quitté. Cela n'est pas douteux. Je ne l'ai cru autrement que par pure imbécilité. Et, qui plus est, c'est que vous m'aimez encore. C'est que vous n'avez pas cessé d'un instant. Pas une minute. À ce moment-là, entre Lisette avec un billet. Tenez, monsieur, voilà un billet qu'on vous envoie. Et de quelle part? De celle de ma maîtresse. Ouvrez, ouvrez. Ergaste lit le billet. Vous n'êtes pas au fait de mon caractère. Je ne suis peut-être pas mieux au fait du vôtre. Quittons-nous, monsieur. Actuellement, nous n'avons point d'autre parti à prendre. Le conseil est bon. Je vais, dans un moment, l'assurer de ma parfaite obéissance, Lisette. Ce n'est pas la peine, vous l'allez voir paraître, et je ne suis envoyée que pour vous préparer sur votre disgrâce. Elle sort.
Madame, j'ai encore une chose à vous dire. Quoi donc? Je soupçonne que le notaire est là-dedans qui passe un contrat de mariage. N'écrira-t-il rien en ma faveur? En votre faveur? Mais vous êtes bien hardi. Vous comptez donc que je vous pardonnerai? Je ne le mérite pas. Cela est vrai. Je ne vous aime plus. Mais quand le notaire viendra, nous verrons. Entre à ce moment-là la marquise, Dorante, Lisette et Frontin. Ergaste, ce que je vais vous dire vous surprendra peut-être. C'est que je me marie. N'en serez-vous point fâchée? Eh non, madame! Mais à qui? La marquise donne la main à Dorante qui la baise. Ce que vous voyez vous le dit. Ah, Dorante, que j'en ai de la joie! Notre contrat de mariage est tout juste passé. C'est fort bien fait! Araminte, dirais-je aussi que je me marie? Vous vous mariez? À qui donc? Araminte donne la main à Ergaste. Tenez, voilà de quoi répondre. Ceci vous l'apprend, marquise. On me fait grâce, tout fluet que je suis. Quoi? C'est Araminte que vous épousez? Notre contrat était presque passé avant le vôtre. Oui, c'est madame que j'aime, que j'aimais et que j'ai toujours aimé, qui plus est. La comique aventure. Je ne vous aimais pas non plus, Ergaste. Je ne vous aimais pas. Je me trompais. Tout mon penchant était pour Dorante. Dorante lui prend la main. Et tout mon cœur ne sera jamais qu'à vous. Ergaste à son tour prend la main d'Araminte. Et vous, Araminte, ne sortirez pas du mien. Nous avons pris un plaisant détour pour arriver là. Allons, belle Araminte, passons dans mon cabinet pour signer et ne songeons qu'à nous réjouir. Ils sortent, sauf Lisette et Frontin. Enfin, nous voilà délivrés l'un de l'autre. J'ai envie de t'embrasser de joie, Lisette. Non, cela serait trop fort pour moi. Mais je te permets de baiser ma main pendant que je détourne la tête. Frontin se cache avec son chapeau. Voilà, mon transport est passé. Je te salue en détournant la tienne.